On va parler un tout petit peu du comportement humain, tout ce qu'on peut retrouver dans l'entreprise, ou bien même dans la vie familiale, tout simplement. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe pas mal de méthodes différentes, les unes meilleures que les autres, toujours la même chose. Et puis là, il y en a une peut-être qui me paraît être assez fonctionnelle pour l'avoir mis en place dans différentes entreprises. Et puis on se rend compte que c'est facilement perceptible parce que c'est lié à des habitudes. Alors la base, il faut juste expliquer en deux mots, c'est que si je prends ici un être humain à sa naissance, on peut dire que tout ce qu'il a dans la tête, ses pensées et ses souvenirs sont relativement purs. On voit qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va y avoir plein d'expériences pour ce bébé, pour ce nouveau-né, quoi. Et puis, vous, moi, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, on a rencontré là-dedans des choses qui nous ont plu, qui étaient plutôt positives, et puis d'autres qui étaient un petit peu négatives. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait beau être petit à l'époque, on avait beau être pas trop grand. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, on a identifié ces choses-là, c'était assez inconscient, puisqu'on ne s'en rappelle pas. Hein. Mais on s'est dit, tiens, je veux plus trop voir ça, alors qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais trouver quelque chose qui va parader à ça, et je vais contourner ça. Et c'est marrant parce que l'être humain, même s'il est petit à ce moment-là, est tout à fait OK avec ça. Il se dit, tiens, super, j'ai pas rencontré ça, donc ça fonctionne, et puis il met ça en place systématiquement. Puis après, il grandit, il devient adulte, puis quand on est adulte, on appelle ça tout simplement une habitude. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a répertorié ce qui nous dérange le plus, il y en a 9, et on a répertorié 9 types d'habitudes qui font les mécanismes d'évitement de tout ça. Alors je vais essayer de vous montrer ça, et vous allez voir que c'est assez marrant. Alors, il faut redessiner ça, et puis on définit, c'est un peu un 9, mais ça fait rien, on définit à peu près 9 types de personnalités, 9 types de comportements, et on va les répertorier sur ce cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors maintenant, ce qu'on va voir, ce que je vais essayer de vous expliquer en deux mots, c'est qu'est-ce que cette personne qui est ici, on les a mis en type 1, type 2, c'est beaucoup plus simple, on aurait pu dire altruiste, optimiste, tout ce qu'on veut, comme il y a dans différentes méthodes. Alors le type 1, qu'est-ce qu'il a vécu pendant son enfance et qu'est-ce qu'il a développé pour ne plus le voir parce que ça le dérangeait. Alors, ce qui est marrant, c'est que le type 1, lui, pendant son enfance, il y avait souvent des choses qui le mettaient en colère. Soit les parents, soit différentes choses avec les frères et sœurs. Et la colère, c'est quelque chose qui ne veut plus trop voir parce que ça le dérange. Alors, pour ne pas se mettre en colère ou pour que les autres ne se mettent pas en colère, il s'est dit, tiens, il faut trouver une parade. Et inconsciemment, il a trouvé cette parade, puisqu'aujourd'hui, on peut dire que cette personne est devenue perfectionniste. C'est un mécanisme agréable. Parce que quand je fais les choses bien, personne ne se met en colère. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y a déjà un mécanisme, un comportement qui est là. C'est assez marrant, hein. On retrouve des personnages assez célèbres qui ont ce type de fonctionnement, comme Cousteau par exemple, Mary Poppins pour les bandes dessinées, des choses comme ça. Hein? D'une part, je ne veux plus voir la colère, donc je deviens perfectionniste. On va passer un petit peu au 2, c'est une visite assez rapide, mais ça permet quand même de voir un petit peu l'ensemble. Le 2, lui, ce qu'il ne veut plus voir, c'est qu'on le rejette. Il a horreur qu'on le rejette. Et puis, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand il était petit, on lui a souvent dit quoi? C'est bien si tu t'occupes de ton frère, c'est bien si tu t'occupes de ta sœur. Et à partir de là, il en a fait une habitude, c'est-à-dire qu'il s'occupe des autres, mais pas forcément de lui-même. Et à partir de là, il n'aime pas quand on le rejette. Hein? Et pour éviter le rejet, il a développé ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. D'abord, je m'occupe des autres. Alors, au niveau professionnel, on va le voir. Peut-être lui, il va venir vers vous, il va dire, oh, écoute, je sais que tu as besoin d'une tasse de café. Alors, il va vous offrir le café avant que vous ayez demandé, parce que lui, il sait quels sont les besoins des autres. Mais les siens, il ne connaît pas trop. Alors, dans ce type-là, c'est vrai qu'on voudrait donner une image. On prendrait par exemple Mère Teresa. C'est vrai qu'elle s'occupe un petit peu des autres et pas trop d'elle. Après, on a le 3. Alors, le 3, c'est plus peut-être un pays, on pourrait dire Amérique, hein, puisque le 3, lui, ce qu'il a horreur de voir ou de subir, c'est l'échec. L'échec, il n'aime pas. Et vous savez ce qui se passe? Du fait que j'aime pas l'échec, eh ben, il ne faut pas que je me trouve dans cette situation-là. Donc au niveau professionnel, c'est vrai que c'est une personne qui va être très active, qui va avoir plein d'objectifs, et puis qui au dernier moment se dit, attention, oulala, attention, il y a l'échec qui arrive. Alors à partir de là, il est capable de mensonge ou de tromperie. Et il est capable de mentir s'il se rend compte qu'il est en situation d'échec. C'est assez marrant, hein, parce que d'un côté, je ne veux pas avoir l'échec, donc je peux mentir. Eh oui, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a vécu pendant l'enfance? Ben, souvent, c'était des situations où on lui demandait beaucoup. Ou alors, au contraire, on lui demandait rien du tout. Et il était obligé de prouver au monde et aux gens qui l'entouraient
qu'il était surtout pas en situation d'échec. C'est assez marrant. Le type 4, alors le type 4, lui, il a vécu quelque chose d'un peu original, si ce n'est que pendant son enfance, il a eu le sentiment d'être abandonné. Alors, qui dit abandonné pour le type 4 ne veut pas dire posé au coin d'un trottoir, mais peut dire, tiens, je me réveille au milieu de la nuit, je cherche papa, maman, et là, je ne les trouve pas. Et à partir de là, lui, il dit, dans sa tête, il interprète en disant, tiens, j'ai été abandonné, donc, ça veut dire que je ne suis pas banal. Et il a horreur de tout ce qui est banalité. Il n'aime pas ce qui est banal. Alors, pour éviter de tomber dans la banalité, il envie facilement les autres. Hein? Il envie facilement les autres, il aime ce que les autres ont, ou encore, peut-être on peut dire même, c'est quelqu'un qui peut être très créatif, qui aime les choses un peu originales. Comme ça, il n'est pas banal. Alors, c'est assez marrant, c'est que ce type 4 a une petite particularité, il a beaucoup de peine à rester en même état d'humeur. C'est-à-dire qu'il peut changer d'humeur en une fraction de seconde. Il peut être bien, comme ça, en discutant, et puis tout d'un coup, hop, un petit événement qui se passe, et puis à partir de là, il peut complètement changer d'humeur. Et quand on vit avec une personne comme ça, on se dit, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de mal, j'ai dit une bêtise, ou je ne sais pas. Et puis non, en fait, c'est comme ça, il recherche cet équilibre. Personnage célèbre dans les trois, ben, on va souvent rencontrer des gens qui sont assez dans le côté un peu artiste, mais plutôt côté dramatique. Edith Piaf, Jacques Brel, dans les créateurs de mode aussi, oui, dans pas mal d'artistes. Ça, c'est le type 4. Après, on va sauter au type 5. Alors, le type 5, on a déjà des noms célèbres qui vont tout de suite un petit peu nous donner le comportement de ces personnes. Des gens comme Einstein, Freud, Jung. Ce sont des gens de tête, comme on dit, des penseurs, souvent. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a vécu? Ben, une enfance où on ne s'est pas trop occupé de lui. Et puis, à un moment donné, eh ben, le fait de ne pas trop s'occuper de lui a fait qu'il s'est plongé dans les livres. Et puis, lui, il s'est réfugié dans tout ce qui est du domaine intellectuel. Il adore lire, il adore s'intéresser à tout ce qui bouge, tout ce qui se passe. Et c'est vrai que son phénomène, lui, c'est qu'il est un peu avare. Hein? Il est avare, et avare dans le sens, pas au niveau pécunier, mais dans le sens de ses connaissances. C'est quelqu'un qui va faire énormément de choses dans sa vie, c'est quelqu'un qui est capable d'aller au fond des choses et de découvrir vraiment tout ce qu'il y a dedans. Par contre, il a de la peine à les partager, sauf s'il fait confiance à la personne avec qui il est. Par contre, du fait qu'il est avare et qu'il n'aime pas partager ses connaissances, il a trouvé une méthode très facile, il s'isole, et lui, il pratique l'isolement. Et c'est très marrant parce que si je m'isole, c'est très simple. Comme ça, je suis quitte de partager. Hein? Après, on a le type 6. Le type 6 est très proche du 4 parce qu'ils ont vécu, on pourrait dire, la même situation en enfance. Peut-être ils ont déménagé, peut-être le sentiment d'abandon. Mais le 4 l'a interprété comme, tiens, j'ai été abandonné, je ne suis pas banal. Et le 6, lui, l'a interprété, tiens, j'ai été trahi. Et lui, ce qu'il ne veut plus voir, ce qu'il a horreur, c'est de la trahison. Il a horreur qu'on le trahisse. Et c'est marrant parce que du fait qu'il a horreur qu'on le trahisse, il est méfiant de tout. Et c'est quelqu'un qui est souvent gouverné par la peur. Alors au niveau professionnel, c'est bien si j'ai un collaborateur comme ça, parce que si je suis sur un projet, eh ben, du fait qu'il a peur, il va souvent relever les détails, les choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Je prends toujours l'exemple, si on va en montagne, et que j'ai un guide qui est 6, c'est le rêve, parce que lui, il aura prévu la nourriture pour 15 jours, il aura prévu tout ce qu'il faut pour s'en sortir au cas de pépin. Peut-être que dans les autres types, ici, j'aurais d'autres comportements face à une situation telle que celle-là. Par contre, le 6 a quand même une particularité, c'est qu'il est capable, à un moment donné, selon les situations, de se saboter lui-même. C'est-à-dire, je vais faire pas mal d'études, mais je ne vais pas à l'examen. Ça peut arriver, c'est un comportement du 6. Le 7. Alors le 7, on pourrait dire Peter Pan, on pourrait dire Eddie Murphy dans ses films, des gens un petit peu style comique, mais en fait, ils ne veulent pas souffrir, donc la souffrance, ils n'aiment pas. Et pour ne pas souffrir, ce sont des optimistes. Optimistes de nature. Je vais prendre un exemple, vous avez un ami qui est type 7, eh ben, il aura un comportement assez du style de dire, tiens, il a été faire du ski, c'est la période, 2 jambes cassées, je suis en clinique, et puis quand vous le téléphonez, dis donc, j'ai appris que tu avais vraiment fait une grosse gamelle, tu es à l'hôpital, comment ça va? Le 7 va répondre un peu dans ce style en disant, pas de problème, écoute, ici c'est génial, j'ai une vue sur la vallée, en plus j'ai devenu un choix. Voilà, ça c'est une réponse typiquement 7. Qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? Il ne veut pas montrer qu'il souffre, à partir de là, il prend que ce qui est bon. C'est assez typique.
Peut-être au niveau professionnel, c'est une personne qui a souvent plusieurs opportunités. C'est quelqu'un qui a plusieurs choses en route en même temps, puis qui aurait tendance peut-être à pas toujours terminer. D'accord? On dit que le 7 aussi des fois aurait tendance un peu à enjoliver, à exagérer certaines choses. Alors quand on compare le 3 et le 7, on dit que le 3 est capable de mentir, et puis le 7, lui, c'est plutôt le Marseillais, il va exagérer. Voilà un tout petit peu les différences qu'on peut faire. Si je prends maintenant mon type 8, on va aller un petit peu là-dedans, lui, ce qu'il n'aime pas voir, c'est les faibles. Les faibles, il n'aime pas trop. Il n'aime pas trop les faibles parce que peut-être que dans son enfance, il a souvent entendu cette phrase, tu sais mon fils ou ma fille, si tu veux réussir dans la vie, il faut être fort. Les faibles, ils n'ont pas leur place. Et ça en est fait un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une sorte de mission quelque part, une sorte de... Oui. Et lui, en fait, il est fort. Donc pour ne pas avoir les faibles, il est fort. C'est sa stratégie. Et à partir de là, on sait que le 8, c'est un peu le profil du chef d'entreprise, le meneur, celui qui va diriger. Pour le 8, il y a quand même 2-3 petites choses qui ressortent. On va retrouver par exemple des gens comme François Mitterrand qui sont là-dedans, des gens qui peuvent faire, mais qui peuvent des fois avoir une double vie. Et puis on va le retrouver peut-être d'un côté plutôt dans un jeu politique, et puis de l'autre dans une vie peut-être privée, un peu tumultueuse. Ça c'est le 8, on peut le retrouver dans ces schémas-là. Par contre, c'est vrai qu'il a horreur des faibles, et si j'ai mon patron par exemple qui est 8, eh ben, peut-être je dois l'aborder d'une manière un peu plus forte que d'habitude, parce que lui, il aime les forts, il les reconnaît et il les aide. Et c'est pour ça qu'un 8, il faut s'adapter un tout petit peu. C'est des gens très instinctifs, les 8. D'abord, ils foncent, puis après, ils analysent, puis ils corrigent. Ça, c'est pour vous donner un petit peu ce tempérament-là. Et puis après, il nous reste tout naturellement le type 9. Alors, le type 9, lui, il a peut-être eu autour de lui, pendant son enfance, beaucoup de conflits. Et ça l'a dérangé au plus haut point. Alors il ne veut plus voir ces conflits, un peu comme tous les autres, mais lui c'est des conflits. Et à partir de là, c'est devenu un habile négociateur. On dit que le type 9, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est assez habile pour négocier. Mais par contre, il peut aussi prendre la fuite. Le type 9, c'est celui qui est facilement d'accord avec tout le monde. Parce que du fait que je ne veux pas prendre un conflit ou me mettre en situation de conflit, si on me pose une question, j'aurais plutôt tendance à dire « Eh ben d'accord !» sans trop se poser la question si je vais pencher dans un côté ou dans un autre. Alors, je sais que quand on regarde tout ça, certains d'entre vous ou certaines d'entre vous se disent « Oui, mais moi j'aurais un petit peu de ça me parle. » Oui, effectivement, ça me parle. Alors, bon, certains ont vu que effectivement c'est ce qui s'est passé pendant notre enfance, on a trouvé des mécanismes, des parades, et puis maintenant on se dit « Bah tiens, c'est bizarre, moi j'aurais un peu de ça me parle, un peu là, ça me parle aussi, mais je ne sais pas trop où me mettre là-dedans. » Eh bien, regardez, il va se passer quelque chose d'assez bizarre, parce que si l'être humain a vécu ce genre de choses à son enfance, il a évolué aujourd'hui, il n'en est plus là. Et là, je suis obligé de continuer un tout petit peu le graphique pour vous montrer un petit peu la suite. Alors, on a une flèche qui part du 1 et qui vient rejoindre le 4, le 2, le 8, le 5, le 7, et qui retourne vers le 1. Alors, ça nous fait une forme un petit peu bizarre là au milieu. Et puis, peut-être je vais prendre une autre couleur pour vous montrer, il y a encore quelques flèches qui vont intervenir. Il nous reste le 3 que je vais relier au 9, du 9 vers le 6, et du 6 vers le 3. Voilà. Là, on a un dessin, c'est vrai que ça fait un peu bariolé, mais ce qui est marrant, c'est que tout se résume, nos 9 comportements se résument sur ce tableau ici. Alors certains ont l'air de dire c'est un peu réducteur, mais vous verrez qu'il y a encore 2-3 petites finesses derrière cela. Alors, tout d'abord, on pourrait prendre... prenons par exemple un type 7 ici, on va dire qu'une personne est de ce type-là, donc elle ne veut pas trop souffrir, elle est plutôt optimiste. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que cette personne peut être influencée par les types qui se trouvent juste à côté d'elle, qui est le type 6 et qui est le type 8. Pourquoi? Parce qu'en évoluant, elle va prendre un tout petit peu du comportement qui est là, ou un tout petit peu ici, ou alors un peu des deux, ou alors plus ici et pas du tout là. Et là, on va trouver déjà un type 7 qui a des influences, soit par ce type-là, soit par ce type-là. Donc on aura une personne qui est très optimiste, mais qui peut se trouver du côté un tout petit peu peur, de temps en temps méfiante. Ou au contraire, qui est plutôt optimiste et qui est plutôt fonceur. Ça veut dire que là, on a déjà ces deux variantes. Et puis, on a vu qu'il y avait des flèches. Alors regardez ce qui se passe pour une personne qui est de type 7. Eh bien, si cette personne, je la mets sous stress, elle va partir dans le sens de sa flèche. Pardon. Elle va partir vers le 1.
Et ça, c'est pour le stress. Et si j'ai un collaborateur dans mon entreprise, par exemple, qui est type 7, dès que je le mets sous stress, il va prendre cette caractéristique et il va devenir perfectionniste. Ça paraît assez marrant, hein? Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis au contraire, quand la personne est calme, elle est contre la flèche, parce qu'on a une flèche qui part depuis le 5 et qui rejoint le 7. Et là, on appelle ça une contre-flèche. Et à partir de là, elle est calme. Et ça veut dire que si je résume maintenant ce type 7, on a un type 7 qui est influencé du côté fort ou du côté peur, que si je le mets sous stress, il va devenir perfectionniste. Et au contraire, quand il est calme, il aurait tendance à s'isoler un tout petit peu. Et ça, c'est comment fonctionne l'énéagramme sur ces principes. Alors, chaque type a, le 8 serait influencé par le 9 et par le 7. Il a une flèche avec le 2, une flèche avec le 5. Si je prends de l'autre côté, on aurait le 1 qui, lui, serait influencé avec le 7 et avec le 4, avec le 2 et avec le 9. Et pour chacun des types ici, on se rend compte qu'on a 5 possibilités, 5 comportements qui vont nous influencer. Voilà un tout petit peu comment est-ce qu'on pourrait résumer l'énéagramme. Alors certaines personnes vont dire c'est un peu réducteur parce que c'est pas tout à fait à ce niveau-là. Eh bien, ce schéma, comme il est représenté ici, en fait, faut s'imaginer que des types 1, 2, 3 et ainsi de suite, eh bien, ils existent sur 9 couches. Je vais essayer de les dessiner ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce symbole ici, de l'énéagramme, est représenté sur 9 niveaux. 9 niveaux, ça veut dire que des types 1, j'en aurai aussi bien vers le bas ici. Alors, qui sont ces gens? Eh bien, c'est assez simple. Le type 1 perfectionniste qui est vers le bas, c'est celui que je ne peux pas vivre avec, qui a besoin d'un psychologue parce qu'il se lève tous les matins, à 4 heures du matin, il va dans sa cuisine, il sort tous les meubles, enfin toute la vaisselle, il nettoie toute la vaisselle, il range la vaisselle. Quand il a terminé ça, il va dans son salon, il vide la bibliothèque, il remet la bibliothèque tous les jours. Ce qui fait que lui, on peut dire qu'il est tellement perfectionniste que je ne peux pas vivre avec lui. Et puis au contraire, après on aura le type 1 qui sera tout en haut ici. Alors lui, c'est clair, il est perfectionniste, il aime bien les détails, il est toujours à l'heure, il a ces comportements-là, mais par contre, il commencera à être tolérant vis-à-vis des autres. Parce que souvent, un perfectionniste qui se trouve à peu près au milieu ici, eh ben, il va vous dire, oui, oui, moi j'ai raison, c'est comme ça que ça se fait, et puis voilà, et ça, c'est les détails, c'est important. Et puis plus il évolue, et puis plus il a des détails des autres qui sont très bien pour lui, et ça fonctionne. Donc on se rend compte que, en fait, l'énéagramme, et ce principe-là, repose en fait sur ces 9 couches, et l'être humain va évoluer selon les expériences de vie qu'il va rencontrer. Voilà, ça c'était pour vous montrer un tout petit peu ce mécanisme-là. Alors maintenant, au sein de l'entreprise, on pourrait prendre ça au sein de l'entreprise, au sein d'un couple, et voir comment ça se passe. Je reprends l'exemple du type 7, puisqu'il est bien imagé et bien répertorié. Regardez, j'aurai un collaborateur de type 7, je lui donne à faire une tâche, et puis peut-être que cette personne va faire quoi? Elle va attendre le dernier moment, se mettre volontairement en situation de stress pour faire la tâche bien. Ça paraît être assez normal pour le 7, il fonctionne comme ça. Mais imaginez qu'il collabore avec une personne qui est du type 4. On pourrait se dire, c'est bien, ils vont peut-être bien ensemble, parce qu'ils ont les deux une flèche qui vont vers le 1. Donc, au niveau du groupe, ça peut être très enrichissant. Puis là, on voit que le 4, lui, fonctionne un tout petit peu différemment. Parce que lui, il est 4, il peut être influencé par le 3 et par le 5. Et il a une contre-flèche avec le 1. C'est-à-dire que lui, il peut être perfectionniste que quand il est calme. Et lui, que quand il est sous stress. Et vous voyez que là, on se rend compte que deux comportements différents. Alors, j'ai une petite anecdote avec ça, c'est l'histoire de cette personne qui rentre à la maison le soir, on va dire que le 7 rentre chez lui le soir, et puis lui, il est calme. Et puis il se dit, tiens, c'est super, je vais pouvoir me reposer, je suis calme, je me mets dans mon coin, la journée de travail est terminée, et il vit avec une personne qui est 4. Et vous voyez ce qui se passe, c'est qu'elle, quand elle est calme, elle commence à être perfectionniste. Et puis au niveau du couple, ça va donner quoi? Ça veut dire qu'une personne rentre, elle se met tranquille. Et puis l'autre qui commence à dire, oh on pourrait encore ranger ça, on pourrait vite faire ça, on pourrait modifier les meubles, on pourrait changer le parquet, on pourrait changer différentes choses. Et puis, quelque part, ils ne fonctionnent pas tout à fait la même chose. Alors vous allez me dire, bon, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble? Ben non, ils peuvent vivre ensemble. Parce que le but de tout ça, c'est d'apprendre comment je fonctionne, d'apprendre comment les autres fonctionnent, et puis après d'accepter que les autres soient différents, qu'ils soient différents que moi, tout simplement. Donc ce symbole, non seulement il m'aide à aller vers les autres et à comprendre comment ce qui fonctionne, mais en même temps,
eh ben, me montre qu'on est tous différents. Et c'est ça qui est enrichissant au niveau de cet être humain. Voilà. En quelques mots, pour vous présenter un tout petit peu cette manière d'agir, qui paraît être un peu réducteur, mais croyez-moi, quand on la développe, quand on la met en place, et j'ai eu la chance de la mettre en place dans différentes entreprises, on a vraiment des résultats qui sont vraiment là, et puis ça fonctionne. C'est facile en plus à mettre en place, parce que ce qu'on a pu voir, c'est que souvent, on ne voit pas très bien ce qui nous concerne, nous. Par contre, vu que les habitudes, on les voit facilement chez les autres, c'est très facile d'identifier les autres. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite partie, introduction sur l'énéagramme. J'espère que ça vous intéresse. Et puis à partir de là, à vous de développer le reste.